Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Fan du crédit. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut-être sur le plan technologique vous parle, en tout cas vous l'avez entendu, mais c'est surtout, on va rentrer dans le détail pour savoir ce que ça recouvre. On va parler d'open banking. Alors, le métier d'intermédiaire bancaire, en général, il est plutôt au rythme des évolutions technologiques, on est plutôt passif par rapport à ça. Par contre, les décisions stratégiques des établissements bancaires et de notre écosystème, lui, va parfois plus vite que nous, et notamment au niveau de la technologie digitale. Alors, la mutualisation, le partage des informations, le parcours des données clients, la sécurisation de celles-ci font partie, mais ne sont qu'une partie de l'open banking. Le plus intéressant vient sans doute de l'analyse et du retraitement et de l'exploitation qu'on va faire de ces données au service rendu aux clients, mais aussi aux professionnels. J'ai le grand plaisir d'accueillir sur cette table ronde Gustave Sonden. Bonjour, merci de m'accueillir. On fera les présentations juste après. Hervé Grenier, que le monde du courtage connaît bien. Yannick Delsahu. Bonjour Bruno. Potentiellement aussi, assez connu. Et puis, un grand Manitou du traitement open banking, Fabrice Prévost. Bonjour Fabrice. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Comme je vous l'ai dit, je vous propose, c'est de présenter un peu vos structures, non pas pour légitimer votre place au niveau de la table ronde, mais simplement pour que ça cale un petit peu les choses déjà chez les auditeurs. Gustave. Bonjour, je suis Gustave Sonden, j'ai cofondé une société qui s'appelle Colbert, colbert.co, qui est une plateforme d'investissement et de gestion de patrimoine en ligne, qui a été conçue notamment autour de l'open banking, puisque l'une de nos idées cœur au départ, c'était de donner un accès justement à toute la donnée patrimoniale des clients en temps réel, en utilisant l'open banking. Finalement, revenir à des vieilles recettes qui sont le bilan patrimonial instantané, mais avec les codes d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, ce qui nous a permis de recruter un certain nombre d'utilisateurs dès le départ, d'utiliser cette donnée de manière pertinente et de les aider à investir. B2C, B2B, c'est ça ? On a aussi une activité B2B, effectivement, cette plateforme qu'on a développée pour nous-mêmes en tant que courtier. On l'a aussi mis à disposition d'acteurs un peu plus importants et plus historiques. Et donc on travaille autant avec des banques institutionnelles que des sociétés de gestion là-dessus. Merci Gustave. Hervé Grenier, DG de Kairis Technologies. Filiale du groupe Kairis. Oui. Donc effectivement, Hervé Grenier, directeur général de Kairis Technologies, éditeur de la solution, entre autres, si facile.io. Historique, effectivement, acteur historique, Alto Informatique, aujourd'hui 3 structures, Alto Informatique et Global Courtage, qui sont historiquement sur le monde du crédit, et Participe, qui est orienté sur des parcours de souscription, à la fois sur le monde des investisseurs, mais aussi des industriels aujourd'hui. Merci Hervé. Yannick, l'homme de l'ombre. L'homme de l'ombre, fondateur de Goldstar, qui est le cofondateur de MyComparateur, la fintech sur les comparateurs d'assurance, AssureTech, qui a été racheté par le groupe Prémista en 2019, début 2019, et entre autres maître de conférences sur l'open banking, et un gros parcours dans l'IT courtage chez CAFPI, où on a pu travailler ensemble, Bruno. Et puis, effectivement, un parcours bancaire par rapport au sujet qui nous concerne aujourd'hui, à la Caisse des dépôts, sur les parties sécurité et les intermédiations bancaires. Merci Yannick. Fabrice. Oui, donc Fabrice Prévost, moi j'ai en charge des équipes revenues au sein de Powens. Alors Powens, c'est le numéro 1 français de l'open banking et un des leaders européens en la matière. L'entreprise était anciennement connue sous le nom de Budget Insight. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, l'open banking, on en reparlera, mais notre métier, c'est d'aller collecter de la donnée bancaire à la source, de manière sécurisée. Et puis au-delà de la donnée bancaire, on va chercher aussi de la donnée patrimoniale, de la donnée administrative, pour répondre à beaucoup de cas d'usage, et notamment celui de l'octroi de crédit. Écoutez, merci pour cette présentation rapide. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai commencé à décrire quelques éléments qui composent l'open banking, mais pour vous, comment est-ce que vous pourriez définir vraiment, de choses assez simples et en même temps sur une couverture, l'ensemble de ces éléments, de ce que recouvre l'open banking ? Yannick Alors moi, je vous propose
3 définitions par rapport à des vues différentes. C'est l'ouverture des systèmes bancaires à des tiers de confiance, j'insiste bien à des tiers de confiance avec des API sécurisés. Si on regarde sous l'angle client, c'est l'ouverture de ces données avec son consentement, toujours à des tiers de confiance. Et si on parle pro, c'est un environnement réglementé dans la suite du DSP2 par rapport à une organisation régulée, contrôlée et juridique. DSP2 qui avait fait beaucoup couler d'encre, puisque les banques avaient un peu bloqué le sujet, reporté les décisions finales. Donc elle a été adoptée en plusieurs tranches de saucisson. Oui, et puis il est vrai que la banque reste quand même responsable de ces données, donc on peut comprendre dans le monde dans lequel on est aujourd'hui qu'effectivement on y va prudemment. On en parlera peut-être par la suite sur les cas d'usage. Fabrice, les champs d'intervention, les champs d'application, tu en as donné quelques-uns. Est-ce qu'on peut essayer de balayer, sans faire une liste à la Prévert, de tous ces champs d'interopérabilité, d'application, en fait? Oui, il y en a plusieurs. J'en citerai 3. Le premier, c'est à partir du moment où on a accès à de la donnée bancaire et patrimoniale, on peut se dire qu'il peut être intéressant d'en avoir une vision à 360 degrés pour gérer son budget, pour gérer la performance de son patrimoine financier. Il y a des gens autour de cette table qui font ça extrêmement bien. Albert. Il y a un deuxième cas d'usage qui est à partir du moment où on a l'accès à de la donnée bancaire, la donnée du compte courant bancaire, eh bien, on va pouvoir mettre en regard peut-être des données de comptabilité et donc faire de la réconciliation. Et donc, c'est un deuxième cas d'usage de l'open banking. Et on a des acteurs comme Doux, Pennylen, etc., qui se basent sur cette donnée pour réconcilier la donnée. Et puis un troisième cas d'usage, et c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui essentiellement, c'est qu'avec cette donnée bancaire, eh bien, on va pouvoir prendre des décisions pour octroyer des crédits, parce qu'on a accès directement à des revenus et à des charges. Et donc, on peut prendre une décision éclairée sur des données tangibles pour octroyer un crédit. On peut même enrichir ça d'une vision patrimoniale avec des comptes d'épargne pour savoir si, au-delà des revenus et des charges, la personne qui est en face de nous a les reins solides pour le crédit qu'il demande. Oui, on verra que, forcément, quand on parle de tout ça, la notion de sécurité, de protection des données personnelles, voire même de l'intrusivité de ces choses-là, peut avoir un vrai sens. Le régulateur en a conscience, mais il est souvent en retard par rapport aux pratiques, donc on en reparlera. Donc, vous m'avez parlé des situations générales. Est-ce que, j'entendais que ça concernait beaucoup, et dans Open Banking, il y a banque, est-ce que ça concerne exclusivement les banques, ou est-ce qu'on va vraiment sur un partage plus général et avec d'autres applicatifs possibles? Gustave? Ouais, clairement, j'ai bien aimé vos 3 définitions, et notamment celle vis-à-vis du client. Il se trouve qu'aujourd'hui, si on regarde, les clients sont majoritairement multibancarisés. Et donc, les données bancaires, ça a beaucoup de valeur, mais en fait, aujourd'hui, elles sont parsemées sur différents acteurs, que ce soit des fintechs, des banques, des assureurs. Et donc, vous-même, en tant que client, pour reprendre votre définition, vous n'avez pas forcément une vue claire de votre propre donnée. Et donc, ne serait-ce que pour prendre des décisions de financement, d'investissement, c'est très important d'avoir des moyens de reconsolider cette donnée pour avoir une vue claire de votre patrimoine, de vos habitudes de consommation, de votre capacité à prendre du crédit. Et donc, je pense que l'open banking, c'est aussi rendre la donnée, évidemment, à des acteurs, des tiers de confiance, dont nous, et on est très heureux que ce soit une possibilité, mais également aux clients. Parce que très souvent, les clients, on leur donne juste une vue de leur situation, et on a l'impression de leur donner une info. C'est leur donnée, c'est leur situation, mais cette vue, du coup, multibancarisée, en fait, ils peinent à la reconstituer si on ne leur donne pas les outils pour le faire. Oui, alors moi, je suis un peu vieux, hein, donc surtout par rapport à vous, mais en l'occurrence, je me souviens de ces périodes-là où on recevait chaque année l'état récapitulatif de nos différents produits, etc. Il y a des obligations légales qui ont été données de plus en plus aux détenteurs de ces fonds et ces gestionnaires. Est-ce que pour autant, quand j'entends ce que tu m'expliques, on est sur
l'utilisation de l'agrégation principalement aujourd'hui. L'open banking, c'est pas que ça, mais sur le consommateur, la première utilisation de l'open banking, c'est ça, c'est l'agrégation. En fait, la condition nécessaire à l'agrégation, c'est l'open banking quand même. Donc, en ce sens-là, l'agrégation et l'open banking vont ensemble. Ça n'est pas que ça, vous l'avez très bien dit, mais nous, évidemment, c'est l'un des axes qu'on travaille le plus. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est de ne pas se limiter à la donnée bancaire, et c'est effectivement de travailler en interopérabilité avec également des assureurs, d'autres fintechs. Et c'est comment est-ce qu'on arrive à naviguer dans un écosystème de plus en plus complexe, où on est de plus en plus multi-établissements, que ce soit banque, assureur, fintech, etc. Après, nous, évidemment, ce qu'on conseille à nos clients, c'est de plutôt en choisir qu'un. Mais en tout cas, c'est important de pouvoir naviguer avec cette donnée qui est telle qu'elle est. Hervé, alors, les solutions d'information, l'exploitation de ces informations, ça te connaît. Ça représente quoi, cette capacité à collecter, à traiter et voire à analyser aussi pour le crédit, mais demain, sans aucun doute, des applications encore plus larges. Ça peut être aussi les préparations de la retraite. On voit que ce sujet-là, il est avec le retour des discussions sur la capitalisation, c'est des vrais sujets. Ouais. Comment ça se passe à ton niveau? Est-ce que déjà les outils qui sont sur le marché, le tien, sont déjà dans cet esprit d'open banking, avec des agrégateurs intégrés, avec tout un tas de choses? Et deuxièmement, tes utilisateurs à toi, comment ils l'exploitent ça? Alors, aujourd'hui, dans nos solutions, on n'est pas en intégration, ou en tout cas plugué sur un intégrateur. En revanche, pour revenir à ce qui était évoqué sur le fait de dire, est-ce que c'est ouvert uniquement aux banques, entre banques? Non, nous on va au-delà, puisque depuis nos solutions, on peut, via des API sécurisées, j'entendais tout à l'heure la notion de sécurité, effectivement, elle est juste essentielle aujourd'hui, pour pousser tout ce qui est données et justificatif à un établissement prêteur. Donc on a aujourd'hui, depuis 4 ans, développé un début avec le groupe BPCE, entre autres. Je souligne qu'effectivement, un établissement en particulier, mais ce groupe a décidé effectivement d'aller vers cette culture, là où, historiquement, on est plutôt sur le papier. Quand on parle de crédit immobilier, on était plutôt sur le papier. Enfin, en tant qu'ancien du crédit, on aimait bien la culture papier. Là, le cap est passé. Aujourd'hui, on a plusieurs établissements type CMB, CMSO, le groupe CCF aujourd'hui qui se lance dans cette dématérialisation. Donc le but, c'est le partage de la donnée. On est passé d'une culture de « je collecte des documents » à « je partage des données ». Et ça, aujourd'hui, je pense que le pas est franchi. Et donc, nous, l'ambition, c'est d'aller au-delà de ce que l'on a aujourd'hui. En volume, 420 000 documents passés depuis le début de l'année vers des établissements prêteurs. Donc, recueillis par le courtier. Sachant que ça monte en puissance. Et ça monte en puissance, la progression de plus de 70% depuis le début de l'année sur nos activités, grâce au courtier, mais grâce également aux établissements bancaires qui décident de faire le pas. Tous ne l'ont pas fait. On espère qu'on arrivera à les convaincre d'y aller. Oui, alors, je lance une petite perche, mais c'est plutôt Fabrice qui va sans doute, qui a une vision éventuellement même européenne, puisque Provence intervient sur d'autres marchés nationaux. Mais sur ce sujet-là, on a l'impression que la France a vraiment traîné des pieds, très en retard. Alors, est-ce que c'est un problème de réglementation? Est-ce que c'est un problème d'investissement, de choix stratégiques? Ou est-ce que c'est simplement le fait qu'on sentait qu'il n'y avait pas d'appétence de la part des consommateurs, voire même d'une certaine crainte par rapport à ça, contrairement à des marchés comme l'Espagne, le Portugal aujourd'hui, ou les Pays-Bas, qui sont très en avance sur ces sujets-là. Moi, je me permets juste une remarque par rapport le marché de l'immobilier, historiquement, était très en retard en France. Mais en revanche, le regroupement de crédit, le marché du regroupement de crédit, c'est quelque chose qui existe nativement aujourd'hui. Oui, mais dans les procédures. Dans les procédures. Ouais, c'est ça. Là, pas dans les outils, forcément. Un peu plus. Il y a un développement d'API. Enfin, on est en train de fabriquer une brique autour du regroupement de crédit. Et on s'aperçoit que les établissements prêteurs sont beaucoup plus avancés que donc les établissements prêteurs spécialistes en regroupement de crédit sont beaucoup plus avancés que les banques que je vais qualifier de traditionnelles. Oui, mais elles sont souvent filiales de grands groupes bancaires qui, eux, sont plus réactifs la plupart du temps. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et c'est véritablement une vraie contrainte. Nous, on espère juste que cette libéralisation, quelque part, de la donnée
ils vont tous accepter. Après, effectivement, ce sont des investissements significatifs. Mettre en place des API, on s'était évoqué, sécurité, échange de données, RGPD, consentement du client. On va en parler juste après. Vraiment avoir ça en tête, ce sont des contraintes qui sont très lourdes. Et chaque établissement arrive avec sa plateforme, sa sécurité. On n'arrive pas à créer quelque part une sorte de norme. Oui, c'est ça. Un standard qui permettrait peut-être d'aller plus vite. Je lance un appel également aux acteurs sur le sujet. Ça peut être aussi une manière de proposer quelque chose. Peut-être que Powens, demain, pourra proposer une prise, un plug and play standardisé qui sera accepté sur la place. Donc Fabrice, alors, cette situation par rapport au marché français? Je pense que le marché, il est drivé quand même beaucoup par les consommateurs. Aujourd'hui, on s'enregistre sur une application, je ne sais pas, Uber, en quelques minutes, en quelques clics. Il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, on fait ça sur Uber. Et donc, la personne qui s'enregistre en quelques minutes ou quelques secondes sur Uber, c'est la même qui va aujourd'hui souhaiter souscrire un crédit. Voilà. Donc, elle va avoir les mêmes attentes d'expérience client. Et c'est donc ces attentes des consommateurs qui font que le sujet prend de plus en plus. Et le sujet prenant de plus en plus chez les consommateurs, eh bien les acteurs et l'écosystème, du coup, va s'adapter. S'adaptent. Et on l'a vu sur la partie agrégation bancaire qui est réglementée, où les banques, effectivement, ont pris un petit peu de temps pour s'y mettre, mais maintenant, elles y sont depuis déjà quelques années. Et ce que l'on note, c'est que d'autres pans de l'industrie se tournent aussi vers le partage de données de manière sécurisée avec des API. Dans l'épargne, ça commence. Dans l'assurance, ça frétille. C'est la tendance, c'est le sens de l'histoire qui est drivé beaucoup par le besoin, les attentes des consommateurs. Puis il y a aussi des sujets plus opérationnels et économiques. On sait aujourd'hui que 13% des Français déclarent avoir déjà falsifié un document pour ouvrir un compte en ligne ou souscrire un crédit. Voilà. À partir de là, on se dit, est-ce qu'on continue à uniquement collecter des documents et puis on les stocke quelque part dans Oui, où on intègre un SaaS d'authentification. Où on cherche à collecter la donnée à la source, par exemple. Oui, bien sûr. Voilà. Mais le sourcing peut aussi être verrouillé. Il y a un mix de plein de choses. C'est protéiforme, mais il y a une tendance, effectivement, opérationnelle et de sécurité qui pousse à aller vers des collectes de données à la source. Et toi, chez Powens, sur la partie du marché français, il y a une vraie montée en puissance qui est palpable avec des vrais sujets, parce que des vrais professionnels, avec en plus toutes les données sécuritaires de tiers de confiance, comme le disait Yannick, c'est des choses on les décrète pas. Il faut les gagner, il y a une antériorité, il y a une expertise, il y a des passe-droits à donner. Ouais, alors en fait, l'accès à cette donnée, il faut que ça fasse du sens. Donner l'accès à sa donnée pour agréger son patrimoine, ça fait du sens. Donner l'accès à sa donnée pour souscrire un crédit, c'est financier, ça fait du sens. Donner l'accès à sa donnée bancaire pour souscrire une carte de fidélité dans un supermarché, ça fait pas de sens. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un lien quand même logique entre la donnée que je fournis et le produit et le service que je vais obtenir en face. Et il se trouve qu'il y a tout un pan de l'économie qui est vraiment en attente, qui est lié à cette donnée bancaire, patrimoniale, d'assurance, etc., et qui nécessite du coup facilement l'accès à cette donnée. Je vous chatouillerai tous les quatre tout à l'heure sur des questions plus intrusives par rapport justement à la vie des personnes, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec des ingénieurs par rapport à ça, et c'est vrai que moi ça me fait un peu peur quelquefois, et quand on parle d'encadrement très bridant, il y a des fois c'est pas non plus inutile. Oui, Yannick. Je voulais faire un petit complément pour aller dans le même sens. C'est que l'interopérabilité, c'est pas qu'un tuyau pour les auditeurs. Ce qui a changé, c'est l'expérience client avec la bonne donnée qui circule au bon moment vers le bon service. Et c'est ce qui était évoqué tout à l'heure. Quand on a besoin d'un crédit, on donne les données qui correspondent au crédit. Alors qu'à une époque, on donnait des dossiers, on donnait tout pourvu qu'à un moment donné, ce soit utilisé. Et donc, la donnée échappait au client. Oui, c'est ça, mais on donnait tout parce qu'il n'y avait pas d'encadrement, et puis la technologie a permis
plein de choses supplémentaires et il a fallu s'adapter par rapport à ça. Mais moi, je te reprends. Et à l'époque, j'étais banquier. Le fait de garder ces informations faisait que, tiens, je voulais mener une campagne pour pouvoir relancer mes besoins d'épargne ou mes besoins de crédit à la consommation. J'allais récupérer. On avait même parfois, dans certaines banques, des consignes pour aller récupérer les autorisations de prélèvement, pour essayer d'aller regrappiller les encours, etc. Donc, on voit bien que cette technologie a beaucoup bousculé et les habitudes et les attentes des consommateurs, mais aussi la réglementation. Donc oui, bien évidemment. Et forcément, je vais riper sur le sujet de sécurité, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc je sais pas ce qu'on peut évoquer de vraiment cette sécurité. On sait qu'il y a des législations et des réglementations qui se sont positionnées sur la durée de conservation, sur la pertinence, voire l'anonymisation à un moment. Il y a le sujet de la porosité de ces sujets, de la protection avec les obligations RGPD, puis aujourd'hui même plus loin avec IA, DORA et tout ça. Donc on est submergé de réglementation. Est-ce que cette notion de données avec la sensibilité que représente la gestion de ces données, la responsabilité juridique qui repose sur ces détenteurs, c'est pas vraiment, finalement, le vrai frein à la démultiplication ou à l'expansion de l'open banking? Yannick, toi qui étais dans la sécurité? Oui, moi déjà, je tiens à saluer les tiers de confiance, parce que quand on regarde la responsabilité qu'ils ont à se raccorder aux banques et les critères d'exigence pour le faire, c'est pas donné à tout le monde. Je dis ça pour ceux qui voudraient s'y aventurer. Il faut bien l'évaluer dans les certifications, dans le temps, dans les ressources. L'appel d'une API, c'est un acte juridique et responsable. Et on a tendance à dire c'est technique. Technique, c'est facile. On prend une API. Mais derrière, il y a tout l'écosystème qui doit être certifié. On est dans une sécurité de bout en bout, c'est l'écosystème. Il y a l'authentification, il y a la sécurité, il y a le consentement, il y a les tests, il y a les tests d'intrusion, il y a le monitoring, c'est-à-dire qu'on n'appelle pas 40 000 fois une banque pour aller chercher des données, c'est illégal. Donc il y a un ensemble de contraintes. On l'a vu dans MyComparator, on mettait déjà des quotas à l'époque pour éviter d'aller plomber des compagnies en face au cas où on aurait une attaque. Et on a vu des compagnies d'assurance avoir une informatique malmenée parce que même elles n'avaient pas anticipé des changements de comportement sur l'usage des API. Donc il y a effectivement une architecture de confiance qui doit être mise en place pour les tiers de confiance qui va aller jusque l'utilisateur et de l'autre côté jusqu'à la banque. Donc heureusement qu'on a une réglementation qui a structuré l'environnement, parce qu'on va pas le faire pour chaque banque. Il faut que toutes les banques se mettent d'accord. Alors je mets à part les normes anglaises, on va dire, on va rester sur nos environnements. Et puis il faut pas l'oublier qu'on a la sensibilité juridique et réglementaire avec le RGPD, tu l'as dit, il y a le DORA. Et je fais grâce au NIS 2 et d'autres environnements techniques qui arrivent. Et donc, je me dis aujourd'hui, celui qui veut devenir tiers de confiance, c'est avant tout montrer une légitimité de certification, de savoir-faire et d'expertise dans lequel tout le monde ne peut pas le faire. C'est important ce que j'évoque parce qu'on pourrait trouver des boîtes aux États-Unis dans un environnement qui pourrait être, j'ai dit qui pourrait être un peu plus souple, dans lequel on n'aurait pas toute cette contrainte réglementaire qui nous préserve et qui est le salut. Donc le client aujourd'hui, il est un peu moins apeuré de laisser ses données parce qu'il comprend que derrière, on parlait de Budget Inside, tout le monde les connaît, il n'y a pas de débat. Donc quand on les voit, moi aujourd'hui, je suis pas choqué. Et c'est important cette légitimité. Elle se gagne, elle s'achète pas. Et il y a peut-être un élément qu'il faut noter, c'est que si on regarde dans chacun des marchés, il y a très peu d'acteurs qui le font. C'est aussi le signe que ça nécessite énormément d'investissement et beaucoup de rigueur, et qu'effectivement tout le monde ne s'y met pas. Oui, parce que j'ai vu que, je vois apparaître, je participe à des salons Big Data et autres salons qui sont spécialisés, ou Cap IT et tout, des gens sont beaucoup positionnés en aval, c'est-à-dire sur le traitement
de la donnée, mais tout ce qui est captation, rapprochement et sécurisation, effectivement, on n'en a pas tant que ça. Il y a des passerelles réglementaires on l'a évoqué, qui sont sans doute très très dures, mais comment ça se passe également dans la relation avec la banque, parce que la banque est en première ligne sur sa responsabilité, et puis on sait bien que quand il y a un risque, on ira taper sur celui qui a le plus d'argent, donc généralement le banquier, il est le premier impacté. Donc comment ça se passe dans tes relations avec ce monde bancaire? Non, c'est un très bon point, parce que c'est vrai qu'au-delà de l'agrément, la relation avec l'écosystème bancaire local est très importante. On est en relation avec le régulateur, puis on est en relation aussi avec toutes ces banques qui proposent des API, mais en contact très régulier pour mettre à jour, parce qu'il y a des modifications souvent sur les API. Et puis il se trouve que la plupart, si ce n'est toutes ces banques qui proposent des API, sont aussi nos clients. Donc, ils sont à la fois le fournisseur de l'API, puis eux-mêmes consomment la technologie qu'on utilise avec leurs API. Donc, on est vraiment dans un écosystème, je ne vais pas dire entre nous, mais où un écosystème de confiance où on interagit énormément. En phase. Mais oui, la même chose également de notre côté, tout ce qui est APIisation avec les différents acteurs que j'évoquais tout à l'heure. Forcément, vous évoquiez la partie sécuritaire et la partie légitimité. Oui, elle est juste essentielle aujourd'hui. Et surtout, elle est mouvante, parce qu'on voit bien qu'en plus, le risque bouge tous les jours. Tous les jours, on est confronté à l'imagination galopante et technologie qui évolue, nécessite une proximité avec les différents acteurs, avec les RSSI. Aujourd'hui, l'emploi, le job de RSSI, aujourd'hui, c'est la clé de voûte. Responsable des services informatiques. Responsable de sécurité, donc des systèmes d'information, est juste la clé de voûte essentielle de tout notre dispositif, parce qu'on est sur... Alors moi, je ne parle pas d'un écosystème, de plusieurs écosystèmes. C'est ce qui fait la différence, je trouve, aujourd'hui. C'est que là où on était dans un écosystème, le monde du courtage, certes, parlait avec les banquiers, mais en revanche, le monde du courtage était dans son écosystème. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est sur une multitude d'écosystèmes. Les assureurs, les banquiers, les courtiers, les intermédiaires, qu'ils soient en assurance ou en crédit. Finalement, notre travail, notre mission, c'est de mettre tous ces écosystèmes ensemble et les faire interagir. Au service du client, c'était évoqué tout à l'heure, au service du client, au service d'un processus, l'octroi d'un crédit aujourd'hui, le faciliter, le fluidifier, le démystifier également, parce que ça fait partie aussi des sujets, et lever les goulots d'étranglement. Ça, c'est un point pour moi essentiel, et les API, effectivement, permettent cette instantanéité. Alors parfois, ça joue contre nous aussi, puisque quand j'appuie sur le bouton, je veux l'information immédiate, etc. Et ça joue énormément. Donc, c'est vrai qu'au quotidien, les relations avec les établissements bancaires sont vraiment essentielles. Et la confiance établie, elle se travaille. Comme vous le disiez, elle se mérite et n'est pas acquise ad vitam aeternam. Voilà. Il faut systématiquement proposer de nouvelles choses et sécuriser de plus en plus nos dispositifs. C'est juste un enjeu essentiel. Sinon, la pyramide risque le château de cartes. Ça risque d'être un château de cartes qui s'effondre. Gustave, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je pense que sur le volet industriel, on est vraiment à maturité et on n'a pas franchement à rougir par rapport aux États-Unis. Et voilà, Powens et d'autres acteurs européens qui sont les leaders, et quelques-uns que vous avez cités tout à l'heure, en témoignent. En revanche, c'est sur le volet UX et utilisateur final, où je pense qu'on est encore très loin derrière. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si vous aviez suivi, mais JP Morgan, à un moment donné, aux US, avait dit qu'il voulait monétiser, du coup, soudainement, cette donnée qui est plus si open que ça, tellement elle était bien utilisée, justement, par les tiers de confiance qui, eux, étaient... Santander s'était posé la question aussi en Europe. Oui, mais vous citiez l'Espagne comme un pays avancé. Là encore, on voit que quand, en fait, le marché est mature, la donnée devient un petit peu plus attractive. Et on voit que nous, on est mature d'un point de vue industriel. Vous l'avez très bien expliqué, vos relations avec les banques, etc. En revanche, d'un point de vue B2C, pas forcément. Et tout à l'heure, vous citiez un chiffre sur le nombre de documents envoyés. Ça m'a à la fois impressionné et à la fois un peu questionné sur est-ce que c'est vraiment ça qu'on doit faire ou est-ce que c'est justement de la donnée? Et effectivement, quand on est confronté à des problématiques de crédit, on est encore très confronté à des problématiques de dossier et donc pas vraiment d'agilité. Aujourd'hui, on devrait pouvoir, si on était à maturité du point de vue UX, pour reprendre l'analogie de Fabrice tout à l'heure sur Uber ou d'autres services qu'on pourrait pratiquer,
En fait, en théorie, si j'avais mes comptes agrégés, je devrais pouvoir appuyer sur un bouton et vous, banquier, vous devriez pouvoir me dire « Ok, tu peux faire tant, sous réserve évidemment de confirmer le dossier pour ce projet. » Donc je pourrais être en visite sans avoir appelé mon banquier, sans avoir fait quoi que ce soit, appuyer sur un bouton dans ma banque et voir évaluer ma capacité de crédit sur la base des données agrégées, de mes données bancaires agrégées. Aujourd'hui, c'est pas exactement ça. On en est relativement loin. Alors sur le crédit consommation, on essaye d'y arriver. On n'y est pas. Et juste pour finir, pardonnez-moi, mais toujours pour filer la comparaison avec les États-Unis, vous avez un acteur là-bas qui s'appelle SoFi, ex-Social Finance, qui avait démarré sur le refinancement de crédits étudiants. Pareil, ça me rappelle ce que vous disiez sur les regroupements de crédit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on commence pas forcément par l'immobilier. Aujourd'hui, ces acteurs-là, ils prennent vraiment beaucoup de parts de marché aux banques sur le financement grâce à ces informations et ils financent quasiment en instantané, en temps réel, sur ce type d'applicatif. Donc je pense que l'enjeu UX B2C, donc non industriel mais plutôt expérientiel, expérience client, va être à mon avis le facteur clé. Je reprends ma casquette d'Européen convaincu. À un moment, oui, d'accord, mais la bulle spéculative sur les encours de crédit étudiants aux États-Unis, c'est une vraie bulle qui est en train de leur péter dans la figure depuis 2-3 ans. Et on revient sur des sujets comme on a connu sur les subprimes, c'est-à-dire que la déréglementation maximum peut créer des sujets finalement boomerang qui viennent là-dedans. Mais effectivement, le sujet est très prégnant sur au moins l'utilisation X. Alors, Fabrice évoquait déjà un petit peu ça tout à l'heure, mais moi, je vous avais dit que je vous chatouillerais sur ces sujets. Moi, j'ai déjà entendu des experts, des gens qui réfléchissent, des ingénieurs, sur, effectivement, on a de la donnée bancaire, on a de la donnée éventuellement civile, je pense à l'accès aux déclarations d'impôts, je pense à l'accès aux déclarations de domicile, etc. Mais j'ai même entendu des gens qui aujourd'hui envisageraient de pouvoir aller regarder les profils sur les réseaux sociaux, d'avoir les habitudes de consommation, de pouvoir essayer de détecter les hobbies pour savoir s'ils sont hyper consommateurs ou quoi que ce soit, ce qui veut dire que ça viendrait pénaliser. Alors aujourd'hui, c'est interdit par la loi. En tout cas, c'est pas du tout validé, mais rien n'empêche d'imaginer qu'effectivement, il y ait d'autres données. Est-ce qu'il y a des passerelles dans le champ des possibles qui est inimaginable? On parlait tout à l'heure de la valorisation du logement. Est-ce que de faire un rapprochement par rapport à un DPE existant et publié, par rapport à des valeurs de marché, avec une évolution de climat, par exemple, ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont envisageables dans cette notion d'open banking? Je dirais ne jamais dire jamais, mais le point pour assurer la confiance, c'est tout de même qu'il y ait un consentement au partage de l'information, déjà. Sur les réseaux sociaux, je ne sais pas comment il est géré, ce consentement au partage de l'information. Ils viennent beaucoup dehors de France donc, et d'Europe. Voilà. Mais le consentement est important. Et puis après, il y a effectivement une montée en puissance des cas d'usage et du type d'informations qu'on va collecter. J'ai parlé tout à l'heure de la donnée compte bancaire, avec les revenus et les charges très utilisés aujourd'hui dans le microcrédit, dans le crédit à la consommation, des gens comme Alma, Cofidis, etc. utilisent ces technologies-là. C'est utilisé aussi désormais, ça commence dans le leasing, et notamment le leasing automobile. Et puis on note chez les acteurs, chez les banquiers, une interrogation autour du crédit immobilier qui est beaucoup plus structurant parce que c'est des montants plus élevés, des durées, des maturités beaucoup plus longues. Néanmoins, c'est tout de même regardé et la complexité va être d'allier la collecte d'un acte notarié, l'étude de cet acte notarié, la collecte des revenus et des charges, et puis la collecte d'un certain nombre d'autres justificatifs de domicile et autres, pour arriver à une décision potentiellement immédiate, alors qu'aujourd'hui, dans le crédit immobilier, il faut attendre entre 2 et 6 semaines pour avoir une offre définitive. Donc c'est vraiment une tendance. Les réseaux sociaux, je ne sais pas encore. Non, mais j'évoquais, franchement, les gens se sont positionnés. Puis aujourd'hui, le balayage avec l'intervention de l'intelligence artificielle va permettre de multiplier la vitesse de balayage. Donc, on peut imaginer tout un tas de choses. Il y a un événement qui me paraît important à souligner dans cette table ronde, qui est passé un peu sous silence. C'est l'ouverture du FICOBA
du fichier des comptes bancaires à disposition. Alors, il faut que ce soit la personne elle-même, donc ça se passe par le point de Gouv, impôt Gouv, mais en l'occurrence, c'est une première donnée ouverte qui n'était pas disponible jusqu'à présent. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'orienter, non pas sur une ouverture de fichiers positifs, comme on le réclame depuis longtemps, mais quand même vers quelque chose qui va donner des pistes de réflexion ou des questions qui peuvent être posées? Le FICOBA, vous l'avez déjà intégré dans les agrégations et dans le consentement de l'utilisateur ou pas? Pas à ma connaissance, non. L'importance est tout de même de savoir la donnée, quelle est sa fraîcheur aussi. Parce que jusqu'à 10 ans désormais. Quand on parle des fichiers positifs, des fichiers négatifs, c'est quand est-ce qu'ils ont été faits. Et si je voulais prendre une comparaison, si on veut octroyer un crédit, étudier les revenus et les charges, on pourrait se dire allons regarder les impôts, par exemple. Et c'est une très bonne source. Sauf qu'elle est un petit peu datée. Elle ne représente pas l'actualité des revenus et des charges. Donc c'est une information intéressante à utiliser, mais il faut y rajouter aussi une notion de direct. Enfin, l'État est quand même le premier à encore se poser là-dessus, parce qu'aujourd'hui, vous consentez un prêt à taux zéro que sur le revenu fiscal de référence de N-2, enfin N-1 plus... Jamais trop tard pour faire bien. Oui, c'est ça. Oui, Yannick. Ce qu'on voit apparaître, et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, c'est une culture du partage de la donnée. Chacun a sa donnée, avec une interopérabilité pas technique, mais juridique et économique. Et c'est justement là où l'IA va apporter une plus-value. Elle contrôlera le bon usage, elle contrôlera la falsification, parce qu'on va être confronté à 3 comptes de 3 banques différentes, lequel choisir, et quel est celui qui est le plus, entre guillemets, légitime par le fiable. Donc l'IA va arriver de toute façon après l'open banking dans les années à venir, et je pense que ça sera le ciment de cette culture partagée. Aujourd'hui, sur ces fichiers-là, on le voit apparaître. Ce qui manque encore, c'est la manière de l'agréger. Et on y est encore un peu tôt. Et puis forcément, on surveille de près la CPR et sa position sur le sujet. Qui semble vouloir bouger quand même pas mal ces derniers temps. On verra, il y a la convention fin novembre, on verra ce qui sera dit. Ça fait partie des sujets de la convention de l'après-midi, en tout cas dans le programme. C'est... La centralisation, la modélisation des informations clients, Gustave, Hervé, c'est des données qui sont essentielles pour la justification de vos outils à vous, dans l'usage. Est-ce que les clients ont la main là-dessus? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes proactifs dans l'enrichissement de ces données, ou c'est exclusivement de la passivité avec un consentement, bien évidemment, comme on l'a dit? Chez nous, clairement, ils ont la main, ils sont acteurs. D'ailleurs, on va au-delà de l'open banking. Vous avez cité un exemple tout à l'heure qui était l'immobilier. Chez nous, ils agrègent quasiment tous leur immobilier. On a d'autres providers de données spécifiques à l'immobilier qui donnent un scoring en temps réel. Ça intéresse beaucoup nos clients bancaires, justement. Et effectivement, il faut faire marcher tout ça ensemble. Moi, je pense qu'on disait souvent la donnée, c'est le pétrole. Le pétrole, c'est bien quand on a des voitures. Donc, voitures thermiques. Je sais que c'est pas très à la mode. Mais vous m'avez compris. Donc, je pense que cette donnée, pour reprendre encore une fois votre très bonne définition du départ, Yannick, il faut être capable de l'utiliser. Et donc, quelle que soit l'une des 3 définitions citées, que ce soit le client final, que ce soit le banquier, il faut être capable de l'utiliser. Moi, vous preniez l'exemple de la fiscalité tout à l'heure, je crois qu'il y a moins de 15% des Français qui connaissent leur tranche marginale d'imposition. C'est-à-dire que la donnée, on en est propriétaire, elle est précieuse, mais on ne sait pas l'utiliser. Et donc, c'est très important d'avoir cette donnée, de la regrouper, mais maintenant d'avoir des outils ou des conseils pour être capable d'en faire quelque chose. Et donc, là encore, je vous rejoins en navré, mais l'IA, à mon avis, va pouvoir être un outil qui va aider les consommateurs dans ces prises de décision, en optimisant sa fiscalité, par exemple, en nous aidant à calculer notre capacité d'endettement demain, mais à condition déjà d'avoir cette donnée fiable, ce pétrole, pour pouvoir rouler. Et je pense que c'est la condition préalable à l'exploitation. Et souvent, pré-IA, on parlait plutôt de data analytics. Et moi, je me souviens de sociétés dans lesquelles j'ai pu travailler, que je ne citerai pas, du coup, on avait recruté des... Avec des data scientists. Exactement. Qui se retrouvaient sur des trucs avec des data absolument pas exploitables.
Et donc, le préalable, c'est effectivement la data. L'open banking, c'est la condition nécessaire à une data de qualité sur les questions qui nous concernent. Et ensuite, on peut faire des choses sympathiques. Mais donc, je pense qu'il faut effectivement trouver des standards sur cette data. Et dès lors, on pourra, à mon avis, faire des choses très, très intéressantes et autonomiser beaucoup plus les clients qui, aujourd'hui, sont quand même perdus. Je veux dire, cette donnée sur l'impôt, quand même, moi, elle m'a interpellé. Et on travaille, nous, des sujets spécifiques sur cette question-là qui sortiront bientôt avec l'intelligence artificielle. On va se concentrer sur des besoins assez simples parce qu'en fait, ils ne sont pas couverts. Alors, je reste avec vous deux, mais on balayera aussi ça. La relation, alors on le voit bien, l'utilisateur, ok. Moi, on est sur Fan du Crédit, c'est la fédération du courtage, donc les intermédiaires bancaires là-dedans, il y en a certains qui sont full digital ou qui sont assez avancés sur cette partie-là. J'ai des amis dans des entreprises qui sont effectivement très en amont. Néanmoins, je sens pas l'appétence. Il y a l'envie, oui, c'est sûr, mais l'appétence pour porter ça, est-ce que ça veut dire que c'est un sujet par rapport au coût d'investissement dans les outils? Est-ce que c'est un sujet par rapport à la réticence des banques à ouvrir? Parce que vous parlez de DSP2, vous parlez d'API, mais moi je connais aussi les web services. Aujourd'hui, développer un web service avec une banque, je pense qu'on n'en est pas encore tout à fait là. C'est possible parfois sur certaines applications, mais pas sur tous. Alors que sur l'assurance, par exemple, on est déjà très avancé. Le regroupement de crédit, ils sont très en amont, au moins sur les tentatives. C'est quoi le confort? C'est quoi la ligne où on peut estimer qu'on va avoir vraiment des pas qui vont sauter entre les banques et les courtiers derrière ça? Je pense qu'aujourd'hui, au niveau du monde du courtage en crédit, sur les intermédiaires, on est encore dans un traitement vu un peu de manière administrative. Et je vous rejoins sur un point. Ce côté administratif, il y a des courtiers qui ont 10 ans, 15 ans d'histoire, qui ont une donnée extraordinaire, mais qui sont restés sur une position plus administrative. C'était pour recueillir spot, pour un crédit, pour un financement, etc. Et je pense que l'évolution vers un côté plus analytique que vous évoquiez tout à l'heure, c'est exactement le pas à franchir. C'est-à-dire que tant que je reste dans ma collecte de données parce que de manière, pour obtenir mon crédit, il me fallait des revenus de charge, un avis d'impôt, une CNI, etc., enfin une carte d'identité et autres, ok, j'ai la donnée, j'ai eu mon crédit, tant mieux, tout va bien, mon client est satisfait. Je pense qu'en tant qu'intermédiaire en crédit aujourd'hui, la donnée que j'ai collectée depuis 10 ans, 5 ans, etc., je dois en faire quelque chose. Et à nous de travailler aussi sur des outils de mise à disposition autour de l'analyse. Que puis-je en faire? C'est juste un potentiel. Vous parliez de richesse tout à l'heure et la monétisation de cette donnée. Bien entendu, je peux la monétiser pour moi-même, je peux la potentiellement un tiers, pourquoi pas. Sous couvert que le client ait donné son consentement du client, bien entendu. Et on reviendra sur la notion de montée en puissance de la réglementation et du respect de conformité. Et juste un point de vigilance, de mon point de vue, on insiste, on parle beaucoup, on en parlera encore dans les mois à venir et dans les années à venir autour de l'intelligence artificielle. C'est pas le sujet, mais néanmoins entre open banking, intelligence artificielle, il y a l'exploitation d'une donnée que je suis allé collecter. C'est un accélérateur dans l'usage. C'est un accélérateur. Juste un point de vigilance, c'est effectivement bien veiller au consentement du client. Client à qui dont on a collecté des informations, ils sont informés que dans le cadre de son traitement, enfin on va pas faire un cours de RGPD, mais que je peux potentiellement avoir un traitement avec l'utilisation de l'intelligence artificielle et pas d'envoyer des données personnalisées sur n'importe quel LLM, enfin n'importe quel moteur aujourd'hui, quel que soit son nom, qui s'appelle comme on veut. Attention à la manipulation de la donnée. C'est une richesse, oui. Donc néanmoins, elle est précieuse et elle est précieuse vis-à-vis du client. Et le respect de cette donnée dans son exploitation, pour moi, est un élément hyper important et essentiel si on veut que ces modèles continuent de se développer avec la confiance des consommateurs, ce qui était vraiment évoqué tout à l'heure. Donc voilà, moi aujourd'hui, travailler sur l'analytique, c'est un élément essentiel pour redonner du sens aux courtiers aussi et recréer la richesse autour de cette donnée parce qu'elle a un prix. Elle a véritablement un prix. Augustin. Juste pour rebondir sur l'activité de courtage, ça vaut tant pour le placement que pour le crédit. Bien sûr. Je pense que on arrivait à un stade où
la profession ou les professions sont tellement happées par la charge administrative qu'elles considèrent que c'est justifié de démarrer la relation client par ça. Il n'y a pas beaucoup de métiers où on démarre une transaction par dire... Donne-moi tes papiers. Non, mais vous voyez, en fait, accordons-nous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous qui venez consommer une prestation de service que je vous offre. Et ensuite, on vérifie qu'on peut effectivement la mettre en œuvre et l'administratif vient. Et évidemment, il est important ce temps administratif, mais je trouve cette chape administrative a pesé tellement lourd sur ces secteurs que le secteur a en fait reporté sa charge administrative sur le client final. Et moi, ce que je voudrais, c'est un secteur du courtage qui retrouve de l'intelligence, qui donne d'abord le dessert et puis après la cuisine. Et pas l'inverse. C'est une analogie qui vient d'un de mes clients, mais je la retiens souvent. C'est qu'est-ce que vous proposez? Et ensuite, effectivement, tout le monde comprend que pour souscrire à un crédit à plusieurs millions d'euros ou quelques centaines de milliers d'euros, il faut donner quelques pièces. Mais combien je peux financer? Est-ce que vous pouvez me donner un estimé? Et voilà, pas par échange de mails sous 15 jours. Est-ce que c'est pas une culture, tout simplement, un problème de culture vis-à-vis de l'argent, même si les mentalités changent, mais on parlait des différents pays européens, tu dois échanger, je pense, avec tes confrères des autres pays, mais... Alors, je ne sais pas s'il y a une question de culture. Alors, peut-être un petit peu, alors déjà, sur la notion de... Dans les générations, peut-être, quand même. Oui, de génération. Alors, il y a une chose qui nous a beaucoup aidé dans notre activité, c'est le paiement en e-commerce, en fait. Oui. Avec l'authentification forte, maintenant, c'est devenu une norme que lorsque l'on achète une paire de chaussures, de devoir aller sur son application bancaire la valider. Bon. Eh bien, c'est pas si différent que d'aller sur son application bancaire, finalement, pour aller valider le consentement du partage de ses données bancaires. L'UX est très important, en fait, dans ces domaines. L'UX pour le consommateur final, parce que ça va lui simplifier sa relation avec l'acteur, par exemple avec le courtier. L'UX aussi pour l'industriel, donc le courtier ou le banquier, parce que le temps pris à collecter des pièces, les étudier, les regarder, les saisir, etc., c'est pas du temps de vente. Personnellement, je trouve aucun intérêt, moi, à renseigner des données à la main à partir d'un dossier papier. Donc, l'UX est vraiment important pour le client, mais aussi pour l'industriel, je dirais. Et puis après, il y a des impacts aussi sur l'opérationnel, mais aussi sur la fraude. Je partagerai ce chiffre que donnait un acteur du crédit à la consommation, qui disait, en ayant mis l'open banking, je ne dirais pas qui c'est, mais en mettant en place l'open banking, ils avaient réduit de moitié leur fraude. De moitié. À la souscription. Ouais. Et on ne parle pas de centaines de milliers d'euros. Hein. Oui. On parle de dizaines de millions d'euros. Voilà. Mais je rejoins, ça peut être un élément de conformité également, pour de réassurance et de conformité pour les prêteurs et pour les courtiers en crédit. Non, mais moi, vous alimentez mon moulin que je balaye depuis des années. C'est d'une part, c'est qu'on ne doit pas s'arrêter au one-shot, on doit s'arrêter déjà au projet du client. Mais quand je dis le projet, c'est pas le projet immédiat, c'est l'environnement du client. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne gagnera cette confiance vis-à-vis des partenaires bancaires qui, eux, sont vraiment en première ligne des responsabilités sur la détention de données, que si jamais on fait la preuve qu'on est complètement sécurisé et qu'on est capable d'avoir le prolongement de leurs propres outils de conformité. Oui, Yannick, tu voulais ajouter un truc, je crois. Non, j'étais aligné. Mais il ne faut pas oublier non plus que pour le courtier, moi j'en ai vu pas mal de tailles différentes, et il y a une notion d'EBITDA, et tous les courtiers n'ont pas la taille suffisante pour absorber ces coûts et cette organisation dans laquelle ils doivent s'avancer. Donc, il faudra bien qu'à un moment donné, il y ait un facilitateur qui s'appelle soit un tiers de confiance qui passe outre son activité, soit une banque, pour amener le fameux connecteur plug and play qui dira « Ok, je vous donne un minimum d'énergie pour vous faciliter la chose ». J'anticipe peut-être, mais ma vision, c'est qu'il manque un vrai problème d'open innovation dans laquelle les différents acteurs, les fintech, les tiers de confiance et les banques, surtout les banques qui ont des moyens financiers incroyables, pour justement faciliter cette action qui n'est que le fin d'une chaîne qu'ils avaient à l'époque chez eux. Donc on les dégage d'une activité
le courtier la reprend, il pourrait y avoir une démarche intelligente. On est vraiment dans le levier de valeur avec cette donnée qui circule, la banque aurait tout à gagner. Et je pense que c'est la transformation bancaire qui est cachée derrière tout ça. Alors cette transformation, je vois Gustave qui réagit parce que je pense qu'on va partager un peu les mêmes sujets. Moi qui ai beaucoup vécu dans le monde bancaire et qui reste en contact avec eux, cette transformation, elle est envisagée, elle est déjà prévue. La seule chose, c'est qu'il y a une inertie globale, premièrement parce qu'il y a un poids social par rapport à ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a le poids des responsabilités. Il y a le sujet des formats de communication et de langage qui sont quand même pas encore alignés du tout, même parfois au travers des filiales des établissements bancaires ou des groupes bancaires. Alors, je vous parle même pas avec les extérieurs. Et puis, surtout, c'est un changement de mentalité, comme tu l'évoques. Et ce changement de mentalité, il doit venir de toutes parts, y compris de la part des intermédiaires qui doivent venir vers la banque en apportant une valeur ajoutée par rapport à ça. Oui, Gustave. Oui, si c'est la Société Générale ou BNP Paribas qui développe ce fameux outil, c'est compliqué de le faire accepter au LCL et au Crédit Agricole. Donc, je pense que c'est aussi important. Il y a des choses qui bougent quand même. On voit bien que là, sur le stablecoin, ils sont en train de se mettre un peu tous autour de la table. Oui. Donc, peut-être qu'à terme... Mais la tentation en fait, les banques, autrefois, couvraient l'intégralité du scope, en fait, de la vie du client. En fait, ce fameux projet dont vous parliez, c'était dans une banque, vous aviez une banque, un banquier. Aujourd'hui, vous avez 70 banquiers dans votre existence, vous ne savez pas comment ils s'appellent, et vous avez une expérience avec la banque qui est beaucoup plus multiple. On l'a dit en introduction, la plupart des Français sont multibancarisés, etc. C'est un fait. Donc, pour autant, ils gardent la très grosse majorité du stock reste dans les banques, et donc la tentation pour celle-ci, qui continue de très bien fonctionner, c'est quand même souvent plutôt d'essayer d'internaliser ces sujets et la résistance et de couvrir son précaré. Ça peut être la tentation. Et alors qu'au contraire, je pense que si on veut faire évoluer le secteur, je pense qu'il faudrait avoir des acteurs neutres de ce point de vue-là qui font justement ce lien. Bon, Bruno, tu as compris ta position. Toi qui es au cœur du jeu, c'est de faire fédérer toutes ces banques pour qu'elles construisent ensemble un open source ou un module qui n'appartient pas. Je l'ai vécu quand j'étais banquier, je l'ai vécu dans une banque, je vais la nommer parce qu'en plus elle a changé de nom, c'est Louvre Banque Privée, mais qui s'appelait autrement avant, et j'ai vécu une révolution à l'époque qui s'appelait l'architecture ouverte sur les contrats d'assurance vie, et c'était une révolution. Aujourd'hui, elle est en place dans toutes les cellules d'asset management de toutes les banques, mais à l'époque, c'était une évidence. Tsunami, et ça paraît même une évidence, comme on n'a pas pu faire ça avant, etc. Mais donc, j'ai cette... I have a dream, disait quelqu'un qui est décédé, mais j'ai effectivement cette ambition d'aider à porter ce sujet. Et c'est ce que vous disiez, quand vous parliez de facilitateurs. Donc, nous, c'est notre position, c'est notre leitmotiv, c'est le fait de dire nous devons être des facilitateurs. Si vous regardez sur le site internet, c'est bien marqué facilitateur. Et le gros sujet, c'est que pour le coup, on vient... je ne vais pas dire compenser, on reste une entreprise commerciale, donc on fait du commerce autour de ça, mais on vient compenser finalement cette absence de socle commun par une multitude de développements, puisque chaque établissement que j'évoquais, que ce soit le groupe BPCE, CMB, CMSO, CCF et d'autres, ont leurs propres exigences, ce qui fait que ça nous démultiplie en termes de coûts, ça démultiplie en installation, en maintenance, enfin en fonctionnement, en conditions opérationnelles. C'est un gros transformateur, quoi, en fait. Tant qu'on n'explose pas, ça va. Transformateur électrique. Mais en revanche, oui, effectivement, c'est un vrai sujet. Alors que, et je rejoins, s'il y avait un hub qui était créé autour de l'immobilier et de son financement, que ce soit le côté transactionnel avec le notaire, le côté prise de garantie avec les acteurs que l'on connaît aujourd'hui, alors que ce soit SACEF, alors désolé je suis un ancien, que ce soit Crédit Logement, que ce soit CNP Caution, etc. Si tout à chacun apportait sa brique et venait construire une brique unique, globalement je pense qu'on aurait un phénomène d'accélération autour de cette digitalisation, cette dématérialisation et la circulation de l'information, des informations. Alors vous parliez tout à l'heure, je parlais de documents, mais aussi de la partie données, bien entendu, données, documents, etc. On aurait une vraie plateforme qui permettrait de, sans aller à un fichier positif, en tout cas de fluidifier
la partie transactionnelle ne pas être à 2 mois, 3 mois, 6 mois en vue de finaliser une transaction immobilière. Mais franchement, si on arrive à ce niveau-là, le fichier positif n'a plus de justification en soi. On va le recréer d'une autre façon. Ça ne sera pas un fichier, ça sera juste de la donnée, de l'exploitation de données qui permettra de retracer vraiment la situation. La table ronde vient à sa fin. Je vais vous laisser à tous un petit peu pour pouvoir rajouter à ça, mais vas-y Fabrice. Oui, non, je pense que ce serait très intéressant, effectivement, si le marché s'entendait, arrivait à un socle commun ou peu importe. Mais ça peut prendre du temps. L'histoire montre que ça prend toujours du temps, ça. Exact. Et puis, moi, j'ai la conviction que le marché peut driver aussi les comportements. Et je vais citer une tendance que l'on note déjà depuis quelques mois, c'est que nous sommes contactés par des établissements financiers et bancaires qui nous disent « Pouvez-vous développer un connecteur vers notre API ?» Pourquoi ? Parce que nos clients veulent pouvoir agréger leurs données sur telle et telle solution, alors que ce soit de comptabilité, de gestion patrimoniale, etc. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, s'il vous plaît, développez un connecteur vers notre API. Donc, c'est le marché, c'est le besoin, c'est le consommateur qui tire et qui pousse finalement à digitaliser cet accès à la donnée. En phase avec vous, avec les nouvelles générations aussi, qui veulent plus d'autonomie, tout en maîtrisant aussi la donnée, ce qu'ils confient, les informations qu'ils confient, etc. Et je pense que ça peut venir du marché en lui-même, entièrement d'accord avec vous. Et c'est sain. Et c'est sain en plus. Oui. Et ça sera surtout utile puisque ça sera une demande d'usager. Je disais donc, on touche à la fin de la table ronde. Je voulais vous refaire un petit tour de table pour voir si jamais vous vouliez ajouter quelque chose, et notamment des conseils que vous pourriez donner à nos amis courtiers ou intermédiaires bancaires dans cette notion, tant sur le sujet de l'approche que dans le sujet du regard qu'on peut en avoir dans l'exploitation, parce qu'elles ne vont pas pouvoir forcément développer elles-mêmes, mais se raccrocher à des outils existants. Mais derrière, c'est pas le tout d'acheter un outil, il faut savoir aussi se préparer à son usage optimal. C'est aussi un autre de mes gros chevaux de bataille, c'est de dire que je fais pas de l'outil et de la tech pour de la tech, mais de l'outil et de la tech pour mon usage. Donc, un petit balayage rapide comme ça sur les derniers mots. Non, mais je pense effectivement que pour filer avec ce qu'on disait en conclusion, ce serait intéressant pour ces courtiers, à mon avis, de capitaliser sur les outils qui existent déjà, de challenger ces outils qui existent déjà. Pourquoi pas regarder en dehors, justement, des outils qui sont purement construits sur le courtage, pour voir si ces questions d'open banking... Tourne-toi à gauche. Restez un peu chez nous aussi, un peu. Vas-y. Non, mais pas que, en tout cas, ou pourquoi pas avec. Hein. C'est ça. Non, mais association des forces. Exactement. Non, mais de toute façon, je pense que l'étape d'après, s'il y a une progression, et mutualisant, elle sera collective. Là, on voit bien que tout est sur la table et que la phase d'après suppose une capacité à jouer un peu collectif. En fait, tout le monde sait à peu près qu'il a quelque chose qui a de la valeur. Maintenant, si on veut créer plus de valeur, faut arriver à jouer un peu plus collectif. Et ça vaut pour nos amis courtiers aussi, je pense. Et on voit cette énorme consolidation, nous, sur un pan du courtage qui est la gestion de patrimoine, qui est en phase d'une consolidation assez extraordinaire. Et fulgurante, parce que là, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait des opérations qui se fassent. Exactement, il n'y a pas de raison que ça ne se poursuive pas. Et donc, si vous voulez, les capitaux vont imposer cette transformation et cette collectivisation, en tout cas des ressources, des talents, des énergies. Donc, je pense que mon souhait, ce serait plutôt celui-là. Hervé ? Moi, je suis sur le fait de dire que finalement, l'open banking, c'est une étape, c'est une nouvelle étape. C'est pas une révolution en soi, c'est une maturité qui fait qu'on arrive à un système dit ouvert, open. Et pour moi, le prochain sujet, ça va être la maîtrise de cette donnée. Ça va être d'arriver à une maturité dans l'exploitation de cette donnée. Donc, apprenons à bien utiliser les outils, à les faire travailler ensemble. C'est pas uniquement une partie outils, comme c'était évoqué tout à l'heure. Et donc, cette maturité va nous amener à enrichir encore plus cette donnée. Donc plutôt que de dire allez regarder ailleurs, bien entendu, libre concurrence. En revanche, je pense que peut-être mieux travailler ensemble déjà,
Et pour amener une expérience utilisateur, on doit être au service de l'expérience finalement utilisateur, ce que vous disiez tout à l'heure. Ça doit venir, ce qui était évoqué aussi par Fabrice, ça doit venir du client. Les clients bougent aujourd'hui dans leur fonctionnement. Ils vont obligatoirement venir nous bousculer. Et nos courtiers vont obligatoirement aussi être bousculés. Ils le voient aujourd'hui, une nouvelle génération, etc. La consommation de la donnée est différente. Travailler ensemble pour que finalement on ait cette liberté consentie du partage de l'information et d'une circulation fluide de cette information. Gros sujet des prochains mois. Sujet d'avenir. Sujet d'avenir. Mais à mon avis, qui va arriver très très vite. Et qui, de toute façon, même si on ne veut pas que cela arrive, ça arrivera. Oui. Et ça sera sans nous, dans ces conditions-là. C'est de mon point de vue. Le marché va venir nous bousculer, les nouvelles générations vont venir nous bousculer. Leur consommation est différente, leur mode de consommation est différente, la consommation de leurs données, de leurs informations est différente. Et ceci d'autant plus dans un marché de l'immobilier qui n'est pas tout à fait celui de 2000 ou de 2019. Et donc on est un peu plus obligé d'être compétitif que dans ces moments-là, je pense. Compétitif, intelligent, fluide, humblement intelligent, agile. Oui, non, mais complètement agile. C'est ce qu'attendent aujourd'hui les nouveaux consommateurs. On est un petit peu plus jeune, mais on est d'une génération qui consommait le produit bancaire d'une manière différente, ou les produits bancaires d'une manière différente, ou qui vivait l'expérience de l'immobilier d'une manière différente que le font les nouvelles générations. Au-delà des technologies, c'est tout simplement dans le mode de consommation qu'ils ont au quotidien, quel que soit le produit, et leur relation d'une manière plus générale avec la banque. Yannick, ton mot de la fin ? Je vais aller un peu dans le même sens, dans le sens de tout le monde d'ailleurs. C'est que pour moi, l'API, ce n'est qu'un tuyau, ça, entre guillemets, ça n'a pas de valeur, mais c'est incontournable, c'est une étape. L'IA va amener de l'intelligence dans le flux, et on arrive avec l'open finance. On parle d'open banking, donc là on va parler d'open finance avec le patrimoine, la finance, l'assurance, etc. Et les agents IA vont arriver, et quand on va voir le coup de fouet que ça va donner à la vitesse où ça va arriver, si les acteurs se décident pas à travailler ensemble, comme ça a été évoqué, en une approche open innovation, que ça peut être technique, juridique et autres, ça va faire tout drôle, surtout si un jour on voit un acteur, je pense à un chat GPT qui serait capable, alors, il y a le réglementaire, mais rappelez-vous, il y a une époque, quand Amazon voulait vendre de l'assurance, les assureurs tremblaient. Ils se sont dit, mais on va devenir quoi ? Donc quand les agents vont arriver, l'API ne sera que le facilitateur technique pour amener un service, il y en a qui vont ramasser énormément, et ça, ce jour-là, il serait mieux que ces réflexions collectives aient eu lieu avant. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant, pour reprendre un slogan, peut-être un peu désuet, mais... Fabrice ? Oui, alors on a beaucoup parlé de technologie, en fait, ce matin, et c'est très bien. Moi, je voudrais terminer sur l'humain. Voilà. Je suis assez persuadé que la technologie, elle permet une chose qui est fantastique, c'est de libérer du temps. Voilà. La technologie, elle libère du temps dans notre quotidien. Ce temps, on l'utilise pour être avec nos familles, etc. Eh bien, dans le domaine qui est le nôtre, et particulièrement dans le métier des courtiers, je pense que la technologie, elle doit permettre de libérer du temps de vente, du temps d'accompagnement, du temps commercial. Et c'est aussi ça, je pense, que les consommateurs attendent. Que quelqu'un s'occupe d'eux. Voilà. Et la technologie le permet. Je ne peux que souscrire totalement à ça. C'est une de mes marottes par rapport à tout ça. Merci beaucoup pour tous ces moments. Moi, si je dois conclure, c'est effectivement, je vais mettre l'accent dans ce que je retiens, c'est effectivement, ne faites pas de la tech pour de la tech, soyez en conformité déjà, donc ça aussi, parce qu'on a parlé de ces sujets d'archivage, mais déjà qu'on fasse signer un bon document où le client donne son consentement dans le cadre de RGPD, et là je pense qu'il y a à faire, mais pas que dans les courtiers, c'est un peu partout. Troisième élément, c'est effectivement consacrer du temps
consacrer du temps à l'humain. Et puis, ce sujet d'open finance ou de finance innovation, dans tous les cas, moi, ça fait partie, ça rejoint quelque chose que j'évoque depuis longtemps, c'est que le courtier en crédit, à mon avis, deviendra un courtier financier. Et avec tout ce que ça entraîne comme conformité sur l'ensemble des métiers que ça recouvre, bien évidemment, mais à un moment ou un autre, on sera aussi, et c'est notre enjeu, c'est d'être le tiers de confiance du client à part entière pour devenir le tiers de confiance intermédiaire qu'on devrait s'appliquer et en tout cas se donner comme objectif. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission Fan du Crédit. Fan de Crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit.